actuellement avec 3 promotions environ qui se retrouvent dans le campus, c'est-à-dire les promotions de 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013. Il faut rectifier que ce n'est pas pour corriger ça définitivement, c'est-à-dire ce n'est pas la solution miracle qu'on a trouvée pour pouvoir remettre l'année à l'endroit, et rectifier aussi que ce n'est pas une décision qui est venue du gouvernement, c'est une proposition qui a été faite par la présidence de l'université. L'objectif recherché d'abord, nous retrouvions au mois de janvier ou février avec des étudiants qui, inscrits depuis 2010-2011, n'avaient pas pu terminer leur année universitaire. Ils venaient de terminer. Et ces étudiants, lorsqu'ils nous rencontraient au niveau de la présidence, leur préoccupation c'était de savoir quelle serait leur prochaine inscription. C'est-à-dire qu'ils viennent de finir 2010-2011, nous sommes en janvier 2013. Alors, est-ce que nous allons les réinscrire pour l'année académique 2011-2012 ou pour l'année académique 2012-2013? Et si une solution était choisie, quelles étaient les mesures d'accompagnement qu'il fallait prendre pour les aider à poursuivre les études? Donc l'objectif visé, c'était d'arriver à avoir une année de référence pour l'ensemble des étudiants du campus, c'est-à-dire amener tout le monde à s'inscrire en 2012-2013. C'est l'objectif visé. Et il y a différents cas de figure. Déjà, le cas global, où nous avons commencé pour la plupart des filières l'année avec beaucoup de retard, puisqu'il y en a qui jusqu'à présent sont en train de terminer 2011-2012. Mais ceux qui sont essentiellement concernés, ce que nous avons appelé le blanchiment technique, les informations qui nous ont permis de faire le travail ont localisé les étudiants concernés essentiellement dans les UFR sciences exactes et appliquées et dans les UFR sciences de la vie et de la terre. Pour le premier cas, il s'agit d'étudiants de la promotion 2010-2011 qui viennent de terminer leur année académique. Pour ceux-là, nous avons proposé qu'ils conservent tous les acquis académiques, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait comme parcours académique jusque-là, mais que l'année 2011-2012 doit être considérée comme blanchie et ils s'inscrivent en 2012-2013. Voilà. Et ceux d'entre eux qui, au regard de leurs résultats, peuvent prétendre à des allocations sociales au niveau des œuvres universitaires ont droit non seulement aux allocations pour le compte de l'année 2011-2012, mais aussi pour 2012-2013. Le deuxième cas, dans ces deux établissements, on a des étudiants qui, ce n'était pas la peine de prolonger l'année universitaire 2011-2012 parce qu'ils ne peuvent pas finir dans des délais acceptables. Nous avons proposé aussi que les acquis académiques, ce sont des gens qui essentiellement ont commencé les cours soit en juin, juillet 2012 ou même en septembre des fois, ou même parfois en novembre. On leur a dit tout simplement de considérer l'année 2011-2012 comme blanchie. Et tout ce qu'ils ont fait comme parcours académique jusque-là, c'est-à-dire les unités d'enseignement qu'ils ont validées, les semestres qu'ils ont validés, en général, ils sont en moyenne, nous étions en moyenne autour de 50% environ de leur programme. Donc, de transférer leurs acquis en 2012-2013, l'année 2011-2012 est blanchie en ce qui les concerne et les acquis sont transférés en 2012-2013. Alors, il faut préciser tout de suite que il ne s'agit pas de fermer l'université pour attendre le mois d'octobre, il ne s'agit pas d'arrêter des cours, il est question tout simplement de transférer des inscriptions. Voilà. Et le troisième cas, ceux qui finissent en retard, il y en a même qui sont en train de s'inscrire encore, ils s'inscriront directement en 2012-2013. Le bac en 2012 ne sont pas encore entrés. Il y en a parmi qui ne sont pas encore entrés. Il y en a parmi qui ne sont pas entrés parce que la difficulté qui c'est, cette semaine on essaie de faire entrer les derniers, d'après ce qu'on j'ai comme information. La difficulté c'est qu'il y a que l'année dernière, lorsque les bacheliers de 2011 ont pu commencer à faire les cours, les bacheliers de 2010 se sont sentis oubliés.
Donc il y a eu une rupture de confiance liée souvent à des problèmes de communication entre l'administration et les étudiants. Et finalement, ce sont ces anciens-là qui empêchaient les nouveaux de démarrer les cours, même quand nous les avons programmés. Alors, je tiens à préciser quand même avant de terminer que lorsque nous parlons de c'est un simple réglage d'inscription, mais qui à lui seul comme élément ne peut pas ramener l'année à l'endroit. Parce que les causes profondes de ce décalage des années académiques, c'est bien sûr tout ce que vous avez cité. Le débat, voilà. Oui, professeur Amadi Badini, par rapport à ce que le professeur Bayo vient d'expliquer sur le blanchiment technique, est-ce que vous comprenez la décision? Est-ce qu'elle a sa raison d'être? Vous qui êtes acteur sur le terrain. Okay. Merci beaucoup pour cette opportunité, effectivement, que vous nous donnez de parler de la situation de l'université, dont je dirais tout de suite que ce n'est pas une question syndicale, c'est une question nationale. Et c'est malheureux que le déficit d'information ait fait en sorte que la population ne se sent pas toujours concernée au même degré qu'elle devrait l'être. Ça, c'est ce que je voulais donner en préalable. Pour dire que, pour moi, je l'ai déjà dit à une presse, là, l'éveil éducation, qui me demandait mon point de vue sur le blanchissement technique. Alors, je leur ai dit que, en tant qu'enseignant, c'est le moindre mal qu'on puisse faire, puisque ce qu'on peut retenir de ce blanchissement technique, que peut-être Monsieur le Président n'a pas tout de suite dit, c'est que ça permet donc de conserver les acquis positifs. À la différence d'un blanchissement classique qui aurait annulé tous les succès comme les échecs, nous sommes dans une situation où les succès sont maintenus. C'est pourquoi il a évoqué justement la situation sociale, mais il y a aussi la situation académique qui fait que les étudiants qui ont eu des acquis les conservent. Ceux qui n'ont pas eu des acquis le double naturellement, même si l'année n'était pas blanchie, au point que, comme je l'ai dit, c'est un moindre mal. Un moindre mal, parce que effectivement, ce n'est qu'une manifestation d'une crise qui est plus profonde que cela. Et en tant que manifestation, elle ne couvre pas, le blanchissement technique ne couvre pas tous les besoins donc, de l'université. Traverse aujourd'hui. Patrice Zoinga de l'ANEB, des raisons sont données pour procéder à la prise de décision du blanchiment technique. Est-ce que vous les trouvez raisonnables? Est-ce qu'elles sont fondées pour vous? Merci. D'abord, au niveau de l'ANEB, on tient à remercier la RTB pour nous avoir invités pour qu'on puisse se prononcer sur cette situation. Mais d'emblée, on aurait aimé qu'on plante le décor sur la situation au niveau de l'université avant de prendre le blanchiment technique qui pour nous n'est qu'un élément. Parce qu'il y a un second débat que nous prévoyons sur les problèmes que l'université rencontre de façon générale. Mais comme le blanchiment technique est d'actualité, on a peut-être d'abord commencé par ça, mais c'est une question de méthode. Nous pensons que les problèmes sont plus d'actualité, puisque ce sont ces problèmes qui ont conduit à ce blanchiment technique dont nous parlons aujourd'hui. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que notre position, nous l'avons déjà donnée à travers la presse en ce qui concerne le blanchiment technique. Nous pensons qu'à l'étape actuelle, les problèmes à l'université sont tels que le blanchiment technique n'est pas la solution. Pourquoi ? Parce que pour nous, le blanchiment technique s'attaque à une conséquence d'une situation qui est le chevauchement des années académiques et non aux causes réelles de cette situation. Nous allons prendre une caricature tout simple pour pouvoir appuyer ce que nous disons. Prends l'exemple d'un individu qui a de la fièvre et qui se retrouve dans un centre de santé pour un traitement. Et l'agent de santé diagnostique qu'il a un paludisme. Au lieu
de faire un traitement de son paludisme, on préfère lui donner du paracétamol par exemple contre sa fièvre. On se dit très clairement, si le paludisme n'est pas traité, la fièvre, le paracétamol, la fièvre fera baisser, le paracétamol fera baisser la fièvre, mais la fièvre reviendra puisque le paludisme est toujours là. Pour dire que les mêmes causes conduisent nécessairement aux mêmes effets. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il est plus fondamental de s'attaquer aux vrais problèmes de l'université et non de s'attaquer aux conséquences. On va y arriver. Monsieur Yacouba Ouattara, au niveau de l'UNEF, votre position s'est connue. Vous êtes avec le gouvernement et vous pensez que le blanchiment technique est la solution pour sauver l'université des chevauchements des années académiques. Ok, merci. Monsieur Kido. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer par rapport à cette situation qui est d'actualité sur le campus, dont on parle tant. Depuis d'abord, je vais juste souligner quelque chose. Dit que nous sommes avec le gouvernement, déjà, il faut qu'on relativise les choses. On a vu votre sortie médiatique tout récemment. Oui, on a vu notre sortie médiatique précédemment, parce que c'est dans un contexte bien précis. Donc, il faut qu'on relativise les choses, parce que nous avons dit à ce niveau que le blanchiment technique pour nous, comme le professeur l'a dit, ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres qu'on nous a proposé et qu'on nous a trouvé que c'était le moins mal. Voilà pourquoi nous avons soutenu cette idée de blanchiment technique. Parce que les expériences que nous avons données, nous avons trouvé que non, en allant dans ce sens-là, ce n'est pas la solution qui nous permettra de résoudre les problèmes que nous vivons sur le campus, mais ça nous permettra un temps sorte de se lancer dans la logique des choses pour rattraper les retards que nous vivons sur l'université. Voilà pourquoi nous avons donné notre position par rapport à ce blanchiment technique. Nous l'avons soutenu et nous l'avons dit que c'est des choses qu'il faut chercher à améliorer avec le temps. Et sans oublier également que vous êtes d'accord avec le gouvernement sur la question du système LND, que la NEB recuse depuis un moment. Donc vous êtes dans la démarche d'accompagner le gouvernement pour ce qu'il pose comme action sur le campus. Oui, nous le disons nous le disons sur ce plateau. Nous avons soutenu ces 2 milliards sur le système LND parce qu'on ne peut pas continuer dans un système classique comme le dit, étant donné que nous sommes dans un monde de globalisation qui va mettre nos étudiants à l'écart des autres universités. Donc nous allons proposer. On va y arriver. Okay. Oui, professeur Bayo, vous l'avez expliqué, le blanchiment technique c'est pour recadrer les choses techniquement, même si l'explication reste à être étayée plus tard dans le débat, on va y arriver. Mais pour l'opinion publique, souvent qui ne comprend pas parfois le bien fondé de cette décision, elle se pose même des questions. Est-ce que l'État ne montre pas ses limites dans la conduite d'une vraie politique du système universitaire au Burkina? Depuis 1999-2000, l'année invalidée à aujourd'hui, l'université de Ouagadougou n'est jamais arrivée à entrer dans un cycle normal. Est-ce que l'État ne montre pas ses limites quelque part? Je ne pense pas que c'est l'État qui montre ses limites. Je pense qu'il est même hasardé d'affirmer qu'on peut résoudre les problèmes d'éducation. La conscience humaine est en perpétuel mouvement. Elle évolue avec la globalisation, d'autres dimensions ont été créées. Ça veut dire que quelle que soit la solution que vous apportez aujourd'hui, vous pouvez prétendre résoudre les problèmes d'aujourd'hui et vous projeter dans l'avenir pour essayer de prendre certaines précautions. Peut-être là où on a failli dans notre pays, c'est peut-être parce qu'on a essayé par moment d'apporter des problèmes, des solutions ponctuelles sans regarder dans l'avenir, c'est-à-dire sans faire de prospection pour l'avenir. Parce que là, la situation est nette, la massification est telle que les infrastructures, les structures mises en place, les méthodes de gouvernance mises en place sont dépassées par l'actualité. Dans les années 2000, un conseil scientifique aurait souhaité que l'État n'invalide pas l'année académique quand on lui a demandé quelle est la décision qu'il faut prendre. Et le conseil a estimé qu'au regard du nombre d'heures qu'on avait engagées à l'époque, l'année était rattrapable, moyennant quelques aménagements avec les enseignants, mais on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, on est toujours à la case de part, si on peut le dire ainsi. Non, je pense que en tant que technicien, si j'ai mon avis à donner, aujourd'hui les résultats
difficultés que nous avons avec les superpositions d'années universitaires, c'est ça. C'est-à-dire ne pas avoir le courage d'inscrire l'année universitaire dans le marbre. On démarre l'année le 1er octobre par exemple, on termine le 31 juillet, chacun fait le bilan, on fait les comptes, on reprend une nouvelle année. Parce que c'est à force de vouloir prolonger les années qu'on n'est plus arrivé à terminer les années et ça continue. Je pense que si à l'époque on avait vu le danger de prolongation à n'en pas finir de l'année universitaire, peut-être qu'on aurait eu d'autres solutions parce que prolonger une année, c'est pas la solution. C'est comme actuellement, si vous avez observé les 2 dernières années ou 3 dernières années, nous avons travaillé au mois de septembre. Ce sont des éléments ponctuels pour essayer d'accompagner, pour essayer de rentrer dans le cadre normal, mais c'est insuffisant. Il faut aller plus loin dans la réflexion et il faut agir. C'est-à-dire, nous n'avons plus le temps à la discussion. Il faut agir maintenant. Oui, monsieur Zoïnga. Okay, merci. Pour montrer en quoi, au niveau de la NEB, nous estimons que le blanchiment technique n'est pas la solution à l'étape actuelle au problème de l'université, c'est quand on prend l'étudiant qui est arrivé à l'université de Ouagadougou en 2010-2011, qui s'est inscrit en sciences et technologies, et son camarade étudiant qui s'est inscrit en droit. Aujourd'hui, celui qui s'est inscrit en droit se retrouve en 3e année. Celui qui s'est inscrit en sciences et technologies, on blanchit son année, il se retrouve actuellement en 2e année. Qu'est-ce que le blanchiment technique lui a apporté concrètement par rapport à son camarade qui est en 3e année de droit? Deuxième fait, aujourd'hui, le président de l'université vient de le dire, il y a des promotions qui sont en train de rentrer en mai. Et précisons que ces promotions, la promotion de sciences et technologies SVT qui vient de rentrer hier, lundi 13 mai, cette promotion, collègues bacheliers inscrits dans les universités privées sont en train de finir leur première année. Ceux-là, il faut rendre-vous compte qu'ils ne sont programmés que le lundi et le samedi, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ça veut dire que eux, concrètement, peut-être qu'on va se retrouver encore pour parler de leur blanchiment technique. Voilà pourquoi nous pensons. Donc pour vous, c'est comme un cercle infernal. C'est un cercle infernal si on part dans ce sens. Ça serait un cycle infernal de blanchiment technique si on ne s'arrête pas pour poser vraiment les problèmes réels de l'université. Oui, professeur Badini. Alors, moi, cette situation-là, effectivement, interpelle nos consciences respectives. C'est pourquoi je disais que c'est une question nationale. Parce que le blanchissement technique, l'épithète technique ne doit pas cacher la crise. Et cette crise, effectivement, et moi je dirais que l'État est profondément responsable. Parce que c'est une université d'État. Et pour moi, l'université, pas plus que le secondaire d'ailleurs, ne peut pas être gérée au quotidien. Ne peut pas être géré au quotidien. Il faudrait, de mon point de vue, une véritable politique nationale de l'enseignement supérieur qui n'existe pas. On résout les problèmes par à-coup. Et il n'y a pas longtemps, c'était la refondation. Et maintenant, c'est le blanchissement technique. Mais en fait, c'est parce que moi je dirais que l'État ne se donne pas les moyens conséquents de sa politique. Notre étudiant donc de la NEB a fait allusion aux universités privées où ça marche. Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'à l'université de Ouagadougou, il paye 15 000 francs pour toute l'année. Alors que la moindre petite école privée, primaire, vous ne trouverez pas une seule école primaire, même les écoles primaires qui fonctionnent dans des taudis qui payent ça. C'est la première fuite de responsabilité de l'État. Ensuite, donner aussi l'illusion, moi je dis que c'est une illusion, que n'importe quel bachelier peut être étudiant. Si l'État s'engage à ça, qu'il prenne ses responsabilités. Moi, j'avoue que c'est pas pour dire que 15 000 francs, c'est 15 000 francs. Même à l'école primaire, n'en parle pas de la maternelle, tu ne peux pas. Vous voulez dire quoi? Quand on revoit cette somme à la hausse? Non, pas forcément. Mais que l'État prenne conscience que on ne peut pas faire ça et ensuite donner l'illusion
c'est là une forme même de démagogie sociale, donner l'illusion au peuple burkinabé que tous ces enfants bacheliers peuvent être étudiants sans donner les moyens en conséquence. De telle sorte que, c'est pas pour dire donc d'augmenter, mais que l'État sache qu'il fasse une évaluation du coût réel d'une année d'études supérieures et qu'ils disent aux populations, voilà, le coût réel, c'est par exemple 300 000 francs. Vous ne trouvez pas une université privée à Ouagadougou ici et qui ne prenne pas au moins les 300 000 francs. 300 000 francs, mais comme l'État est généreux, on va supporter, comme on subventionne d'après le prix donc du gaz, ils viennent de supprimer ça. Bon, et voilà, ils vont continuer peut-être à payer, ils peuvent même pas payer. Ça, c'est pas mon problème. Mais l'État saura que ça coûte 300 000 francs. Où on parlera de long en large. C'est pourquoi je dirais que l'État, pour vous, n'assume pas ses responsabilités. Oui, c'est ça honnêtement. Ou alors il n'a pas le courage de l'assumer. Dans le meilleur des cas, quoi. Est-ce que l'enseignement supérieur est une priorité pour cet État aujourd'hui? Ça, c'est pas à moi de répondre, ça c'est une option politique. Vous êtes le président de l'université de Ouagadougou. C'est-à-dire qu'il y a deux questions qu'il faut se poser. Est-ce que l'État burkinabé, pour son développement, a besoin que l'enseignement supérieur s'épanouisse, oui ou non? Ou l'autre question, c'est de dire, est-ce que c'est le citoyen burkinabé qui a l'obligation de se former au niveau de l'enseignement supérieur? C'est un choix politique. Et si vous regardez un peu autour de nous et même dans le monde, il y a des pays comme la Turquie, comme le Maroc, qui ont choisi de faire de l'enseignement supérieur et de l'éducation d'une manière générale leur priorité. Et ils se sont donné les moyens. Malheureusement, chez nous, c'est vrai que tout est priorité, mais il faut savoir classer aussi des fois les priorités. Je pense que si l'État accepte que sans... Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est connu dans le monde qu'il y a certains chiffres qui disent qu'il faut au moins que 40% de la population active ait au moins le niveau Bac+X. Alors, si nous voulons émerger, si nous voulons prétendre au développement, est-ce que c'est une nécessité que l'éducation nationale, d'une manière, puisse être une priorité nationale? Ça, ces questions-là, il faut répondre. Mais moi, en tant que président de l'université, pour corréler un peu ce que le professeur Badini a dit, la gratuité n'existe pas. Chaque fois que c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Dans certains pays dans le monde, on dit aux citoyens du pays, bon, vous allez à l'université, vous payez tant de francs. Le coût réel de la formation étant de tant de francs, l'État compte la différence. Voilà. Monsieur Patrice Zouinga, le professeur Badini l'a relevé, la responsabilité de l'État est engagée dans cette question de crise que l'université de Ouagadougou vit aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui également, avec le blanchiment technique, les acteurs sur le campus, à commencer par les étudiants, ne payent pas les inconséquences de certains comportements, notamment les nombreuses grèves qu'on nous a habitués ces derniers temps? Pour un oui ou pour un non, on n'est pas d'accord, on manifeste. Ok, merci. Avant d'aborder votre question, permettez-moi, puisque tantôt on a parlé de l'évolution de l'année académique, le professeur Badini a essayé de faire le lien avec le privé. Il faut le dire, quand on a fait la comparaison, c'est au point de vue de l'évolution académique. Parce que quand on prend, le coût ne saurait justifier la réalité de l'évolution académique sur le terrain. Parce que avant les années 2000-2001, l'étudiant burkinabé ne payait même pas 15 000 francs. L'étudiant burkinabé payait en moyenne 7 500 pour sa formation. Mais est-ce qu'on était dans ce chevauchement d'année académique? Non. Donc ce n'est pas le coût que l'étudiant qui débourse qui peut justifier cette réalité. Deuxièmement, maintenant pour la question de... Il a parlé également d'une politique d'enseignement supérieur. Oui, sur la politique de l'enseignement supérieur. Je pose la question, est-ce qu'il y a une politique d'enseignement supérieur? Est-ce que non, pour nous, actuellement, nous pouvons le dire, l'État a le pouvoir a suffisamment démissionné de l'enseignement supérieur. Et on peut l'attester par quelques exemples. D'abord, il y a eu cette entrée dans les programmes d'ajustement structurel dans les années 90 qui du coup a changé toute la donne à l'université. Vous avez parlé tantôt de l'année invalidée en 2000. On se rappelle tous, nous étions des scolaires, mais en 2000, la communauté universitaire a bel et bien dit qu'elle pouvait rattraper l'année.
Et c'est une décision politique qui est venue dire qu'on invalide l'année. Et du coup, les effectifs ont doublé en 2001-2002. Sans qu'on y fasse, sans que les infrastructures ne suivent. Voici le problème. Quand on prend également, vous avez parlé tantôt des grèves, nous soulignons toujours qu'aucun enseignant, aucun étudiant, ni un Atos ne vient à l'université pour gréver. Atos, c'est les travailleurs ne vient à l'université pour gréver. Ce sont les conditions matérielles sur le terrain qui font que les étudiants, les enseignants, les Atos sont obligés de s'organiser pour poser leurs problèmes en vue de défendre leurs intérêts. On prend l'exemple de la lutte de 2008 des étudiants. Les étudiants demandaient des laboratoires en 2008 qui jusqu'à présent ils n'ont pas eu. Mais en réponse, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé l'université pendant plus de 2 mois après avoir tiré sur les étudiants au campus. Est-ce que c'est la grève qui a fermé l'université pendant 2 mois? C'est une décision politique de fermer l'université. Qu'est-ce que ça coûtait au lieu de construire le mur, de dire voilà, on construit le laboratoire? Et effectivement, on le fait. En 2009, nos braves enseignants sont allés en lutte. Malheureusement, le SINADEC n'est pas là ce soir. Il était invité, mais qui ont combattu la lutte en 2009. Et une lutte que nous, au niveau des étudiants, on a soutenue, on a dit que c'était juste. Mais au lieu de trouver des solutions à ces problèmes posés, le pouvoir a traîné le pas pendant plus de 3 mois avant que les enseignants ne reviennent en classe. En 2011, ils ont encore fermé l'université pendant 3 semaines. Quand on fait le total, ça fait 6 mois de perdu. 6 mois, c'est une année académique. C'est 6 mois de perdu. Voici, ajouté aux causes structurelles, qui est le désengagement total de l'État, voici ce qui nous a conduit à cette situation. Et on tient à souligner encore que la plupart des promotions concernées par le blanchiment technique évoluent dans le système LMD. Donc, scientifiquement, quelque part, il y a une imputabilité au LMD. Également dans la situation chaotique dans laquelle nous sommes. D'accord. Oui, monsieur Yacouba Ouattara, votre réaction par rapport à la responsabilité de l'État, mais également la responsabilité des acteurs sur le terrain par rapport à la crise que nous vivons et puis à la décision du blanchiment technique. Ok. Je le disais tantôt, cette question de blanchiment technique, il faut que les gens puissent comprendre une chose à travers cette décision. C'est vrai que comme on l'a dit au début, ce n'est pas à elle seule, ce n'est pas à lui seul le blanchiment technique qui va nous permettre de résoudre cette crise-là. Mais le blanchiment technique, un temps soit peu, nous permettant de nous asseoir aussi, de poser réellement les problèmes. Tout le monde connaît les problèmes de l'université de Ouagadougou. Tout le monde sait quelles sont les difficultés auxquelles les étudiants font face, les enseignants, l'administration, tout le monde connaît ces problèmes. Mais il ne suffit pas aujourd'hui de dire que non. Monsieur Zoyinga l'a dit, le blanchiment technique, quelque part, peut créer aussi une injustice. Quelqu'un qui n'a rien fait et qui se retrouve en 2e année alors que son collègue se retrouve en 3e année. Non seulement il perd en âge, mais également il perd en année pour avancer. Oui, je suis parfaitement, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui que ça peut avoir des inconvénients. Mais maintenant, quand c'est des décisions, il faut savoir peser aussi le pour et le contre. Vous êtes concerné par le blanchiment technique? Je ne suis pas concerné par le blanchiment. Mais dans la musique, il y a des gens qui sont concernés, je me sens concerné. Parce que nous sommes une structure qui luttons pour la satisfaction des intérêts des étudiants. Dès qu'il y a un étudiant qui est concerné par une situation qui va s'en rendre compte, nous, en tant que structure au niveau du campus, nous sommes appelés, nous sommes interpellés et nous sommes touchés par cette situation. Donc nous pensons que même moi, ici au niveau de Ouaradé, ici en droit à Ouaradé, même si je ne suis pas touché de façon directe par cette question de blanchiment technique, j'ai des petits frères, j'ai des camarades qui sont en SVT, qui sont en SCA, qui sont touchés par cette question de blanchiment technique. Donc nous pensons que c'est vrai que cette question de blanchiment technique pose un certain nombre de problèmes. Mais comme le président l'a expliqué dans son intervention, nous pensons qu'en acceptant d'un temps soit peu cette question de blanchiment technique, les problèmes sont là. Maintenant, il ne faut pas que nous, comme il l'a dit, nous sommes d'accord sur le blanchiment technique, le dit, mais il faut que l'administration, il faut les autorités prennent les responsabilités, quitte à ce que dans les années à venir, nous ne puissions pas revenir de façon infernale dans ces cercles-là pour dire que non, chaque fois il faut blanchir l'année. Nous avons dit, c'est vrai que le blanchiment technique, tel qu'on l'a expliqué, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'avantages qui nous permettront au moins d'aller un peu vite par rapport aux années académiques. Mais maintenant, est-ce qu'il suffit de dire qu'on blanchit l'année aujourd'hui et les musiques d'accompagnement ne suivent pas, les musiques qu'on a pris par rapport aux infrastructures, les enseignants et autres, ces musiques ne soient pas satisfaites. Si cela n'est pas fait, on va se trouver un temps soit temps. Justement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de blanchiment technique, professeur Bayo, et est-ce que, comme quelqu'un l'a dit, ce n'est pas que le commencement des problèmes, parce que
on n'a pas des infrastructures certainement pour parer à cette urgence-là. Comment on peut expliquer peut-être que cette situation sera gérée? Bon, je tiens à corriger que, en fait, le blanchiment technique, à mon humble avis, ne crée pas de situation d'injustice. Parce que si l'étudiant en question vient de finir sa première année et qu'il doit passer en deuxième année, ce n'est pas parce qu'il y a eu blanchiment technique qu'il passe en deuxième année. C'est parce que tout simplement son parcours académique, dans les conditions que nous venons de décrire, fait qu'il n'a que le niveau pour aller en deuxième année. Tout ce que nous avons voulu faire, c'est de dire que si quelqu'un de 2010-2011 se retrouve aujourd'hui en 2013 sans être inscrit dans l'année universitaire 2011-2012, quand il va donner son cursus, quelle est la nature de l'année 2011-2012 dans sa vie académique? C'est au contraire pour atténuer les souffrances liées au fait qu'il a passé 2 ou 3 ans à faire la seule année que nous avons dit, bon, il faut blanchir l'année académique 2011-2012, c'est qu'il lui fait gagner 1 an sur l'âge académique. Parce que je donne un exemple, si on dit par exemple qu'il faut avoir 26 ans pour faire telle chose sur le plan purement académique, lui, il aura le droit d'avoir 27 ans pour le faire. Mais si nous ne corrigeons pas, demain, lorsque cet étudiant ne sera plus à Ouagadougou, il sera ailleurs, comment pourra-t-il expliquer l'année académique 2011-2012? Voilà, je pense qu'il faut recadrer les choses. Il n'est pas victime du blanchiment technique, il est victime d'un environnement académique, et le blanchiment technique essaie de réparer un tant soit peu. D'autres détracteurs également du blanchiment technique estiment que ça peut avoir des conséquences sur la crédibilité des diplômes qui sont délivrés par l'université de Ouagadougou. Est-ce que c'est votre avis? Je ne sais pas quand j'ai parlé du blanchiment technique, nous ne touchons pas aux évaluations, nous ne touchons pas aux notes, nous ne touchons pas aux cours. Nous disons simplement que nous déplaçons une inscription et nous blanchissons celle qui est déplacée, c'est tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe en deuxième année, c'est parce qu'il a la moyenne de passer en deuxième année. Il ne sera pas en deuxième année parce qu'il a bénéficié du blanchiment technique. Non. Le blanchiment technique, c'est tout simplement une question d'inscription, une question de donner une nature à une année universitaire. Et qui va causer également un retard quelque part. Mais il a déjà le retard, c'est pas nous qui le causons. C'est parce qu'il est en retard qu'il a besoin du blanchiment technique. C'est pas parce qu'il a le blanchiment technique qu'il est en retard. Non, il est déjà en retard. Patrice Ouinga. Merci. Et pour nous, c'est vrai, il est dans une situation de retard. Mais quand on nous dit que ce n'est pas l'université qui a causé le retard, en quelque sorte, si c'est ce qu'on a compris. Non, est-ce que j'ai dit. Bon, quand monsieur le président de l'université dit que ce n'est pas nous, je cite, qui avons causé le retard, je dis ce n'est pas l'étudiant également qui a causé le retard. On l'a dit tantôt, c'est un certain nombre de problèmes auxquels les autorités devaient s'attaquer, qu'ils n'ont pas fait, qui a causé ce retard. Et aujourd'hui, c'est l'étudiant qui paye. C'est ça. Oui, allez-y. Aujourd'hui, c'est l'étudiant qui paye. Donc, c'est ça. Pour nous, et on l'a dit, qu'on nous dise clairement qu'est-ce que l'étudiant va inscrire sur son CV pour le compte de l'année académique 2011-2012, par exemple, qui est blanchi. Année blanchie, techniquement. Ah. Professeur, oui, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, toutes les choses, j'ai cité la responsabilité de l'État, parce que c'est lui qui est responsable de nous tous. Et je dis qu'on ne peut pas gérer l'université par à-coup, sur un saut d'humeur. Mais il y a aussi d'autres responsabilités, il y a aussi d'autres responsables, parmi lesquels il y a les enseignants, parmi lesquels il y a aussi des étudiants. Combien de fois les étudiants ont vidé des salles d'examen, obligeant l'administration à reprogrammer. Ils arrivent parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment joués, ils vident les salles. Ils vident de la salle, même ceux qui veulent composer. L'administration est obligée donc de reprogrammer. Je dis ça en connaissance de cause. Dans nos UFR lac et sciences humaines, l'unité, j'allais dire l'action donc des étudiants, l'année n'aurait pas, le blanchiment n'aurait pas concerné ces deux établissements-là.
Et quand il vide les salles, et c'est là aussi que la responsabilité de l'État n'est pas conséquente, quand il vide les salles, le professeur est en droit de ne plus programmer l'examen. C'est qu'il estime qu'il a fait sa part. Ah oui, il a fait sa part de travail. Mais comme, effectivement, il y en a qui voulaient composer et qu'on a sorti de force et qu'on n'a pas les moyens de permettre à ceux qui veulent travailler de travailler, et ça aussi, c'est une responsabilité de l'État, il faut le dire. Et bon, on recommence, on passe tout le temps à recommencer. Là où aussi... Donc vous voulez dire quoi? Que quelque part, l'autorité au niveau de l'université est parfois laxiste à l'égard des étudiants? Elle n'a pas les moyens de ne pas être laxiste. Pas seulement l'université. Pas seulement l'université, dans toutes les entités des structures de l'État, il y a le laxisme. Et ça, il faut le dire. Moi, je ne cache pas les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et là où, donc, il y a les responsabilités donc, des étudiants, à travers la multiplication donc, des choses, les grèves, à la limite, bon, ça, on s'arrange pour rattraper. Mais quand on programme une épreuve, ils viennent, ils sortent les camarades. Il faut recommencer. Quand on recommence, il faut 2 semaines pour attendre les réclamations. Les réclamations souvent fantaisistes, mais qu'on est obligé d'attendre. Ça fait 2 semaines de perdu pour ensuite programmer l'autre session. Mais tout ça, moi je mets ça sur le compte de la responsabilité de l'État parce que l'État par rapport à ces questions-là est fondamentalement démagogique. Il ne dit pas la vérité. Et puis je vais finir. Pour ce qui concerne cette situation donc, de blanchissement technique, effectivement, je dis que c'est un pis-aller, c'est un moindre mal, surtout pour les étudiants. Parce que nous, en tant qu'enseignants, j'allais dire qu'on n'a rien à foutre. Hein? Mais pour les étudiants, c'est un pis-aller parce que ça permet au moins de conserver les acquis. Et peut-être c'est en cela que le LMD, sur ce point précis, pourrait être considéré comme pour. Parce que si ce n'était pas dans la logique du LMD, ce blanchiment technique ne pourrait même pas être conçu, encore moins exécuté. Donc le blanchiment technique, comme l'a dit M. Zoïnga, peut être imputable aussi à l'application du LMD. Au contraire, c'est le LMD qui a rendu possible le blanchissement technique. Parce que ce n'était pas le LMD, tout ce qu'ils ont fait l'année 2011, 2012, 2010, 2011, là, c'était 0 et ils recommençaient à 0. Alors qu'avec ça, ils ont des acquis. Et je vais finir justement avec cette histoire. Là encore, responsabilité de l'État. On a parlé effectivement donc de l'année blanchissement technique et les mesures d'application donc pour remédier à la situation ne sont pas prises. Par exemple, à l'UFR, la question humaine, pour ne parler que de ce que je connais, les cours sont programmés pour la rentrée 2012-2013, pratiquement depuis le mois donc, de mars, pour beaucoup donc, des cours. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu commencer parce qu'il n'y a pas de salle disponible. Et ça, il faut le dire. Or, si on avait commencé effectivement les cours en mars, avec l'effort que les enseignants sont engagés à faire, on pouvait, en décembre, finir l'année 2012-2013, ce qui nous permettait de commencer l'année 2013-2014 dans des conditions presque normales. Et voilà, on a fait ça. Réaction par rapport à la responsabilité des étudiants, souvent pour cette situation qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Nous, au niveau de l'UNEF, nous pensons que l'heure n'est pas à la situation des responsabilités dans cette question de l'université. Parce que chacun, de loin de près, de façon active ou passive, a participé. Mais si on ne situe pas les responsabilités, comment y remédier? Parce que tout le monde connaît ses responsabilités. Tout le monde, chacun sait ce qu'il a fait, chacun sait ce qu'il n'a pas fait pour nous accepter à cette question de solidarité sur l'université. Que ce soit l'administration, les enseignants, les étudiants, les personnels à tous, tout le monde est responsable de cette situation. Nous avons dit que nous, les étudiants, nous avons été responsables. Dans la mesure que souvent, il y a des choses qu'on peut s'asseoir discuter avec l'administration pour toutes les solutions. Mais nous refusons cela et nous passons immédiatement. Vous serez sortis dans la rue. Voilà, pour manifester notre l'opinion publique a témoin
moins. Voilà, puisqu'on se dit que l'administration. Bon, cette partie des choses, elle favorise aussi par l'absentéisme aussi de l'administration souvent. Puisque quand on pose des situations à l'administration, l'administration aussi ne répond pas souvent à des préoccupations des étudiants. Vous imaginez quand soit les anciens et les étudiants sont pour demander à ce qu'en tout cas, on puisse avoir des salles de TD pour faire des TD, ou bien des salles pour faire des cours. Mais les salles ne sont pas là. Les salles ne sont pas comme on programme des promotions dans une même salle pour aller faire cours. Vous trouvez qu'il y a des promotions qu'on programme et puis il y a une promotion qui a des voix. Quand vous partez comme ça, vous trouvez l'enseignant dit que non, il est en train de faire cours. Il dit qu'il va sortir pour donner la salle pour qu'on puisse faire un débat. Et pourtant, souvent, quand c'est comme ça, tout le monde perd. Tout le monde perd. Qu'est-ce qu'ils sont là pour faire les cours? Ils ne vont pas faire le cours. S'ils sont là pour faire les évaluations, il n'y aura pas d'évaluation. Et en ce moment, ça nous fait que même tout le monde en retard. Au niveau des enseignants, c'est vrai que les synadec a fait son mouvement de grève pendant 3 mois durant que l'administration n'a pas répondu. L'administration n'a pas su trouver des solutions palliatives en tout cas. C'est ce qui a conduit tous ces événements qui a conduit en tout cas à ces retards sur le campus. Nous avons dit aujourd'hui, il est temps qu'on s'asseye, qu'on puisse se dire voici, chacun est responsable. Maintenant, regardons vers l'avenir pour sauver ce qu'on peut encore sauver. C'est ça notre position par rapport à la sélection de blanchiment. Patrick Zouinga, réaction avant de donner la parole au professeur Bayo. Ok, merci. D'abord, je crois qu'il y a un qui l'avait dit sur cette table. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de politique éducative dans notre pays. Pour la question de la responsabilité des étudiants, on a cité tantôt le cas de l'UFLAC-SH, un cas que je connais un peu, où je pourrais me prononcer pour montrer en quoi les étudiants ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut s'imaginer un instant qu'un étudiant à l'université grève pour réclamer des toilettes? Est-ce qu'on peut s'imaginer un instant qu'un étudiant à l'université grève pour avoir plus d'une feuille de composition lors de son évaluation? Voici quelques motifs de la lutte à l'UFLAC. Tantôt nous l'avons dit, ça devait être une honte pour ceux-là même à qui on adresse ces préoccupations. Lutter pour des toilettes, lutter pour... C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Lutter pour que lors des évaluations, on puisse avoir plus d'une seule feuille de composition. On arrive, on dit aux étudiants, vous avez droit qu'à une seule feuille de composition. Au-delà d'une feuille, même si tu n'as pas fini ton évaluation, c'est fini. Ça pose problème. Tantôt, on a posé la question des salles. Je prends le cas de l'UFR-SDS, où je suis. Et notre promotion, tout récemment, on a fait environ 10 jours sans faire cours. En 6e année de médecine. Tout simplement parce qu'on n'avait pas de salle. Nous étions dans une salle, une promotion unique, on se baladait sans salle. Deuxièmement, je prends toujours cette même question. L'amphi J à l'université de Ouagadougou, actuellement, partagé par 4 promotions. Donc, tantôt, du coup, certaines promotions n'ont que cours une seule fois dans la semaine. Si l'étudiant, dans ces conditions, sort et il manifeste, tantôt on a parlé de la discussion, le président de l'université est là, il pourrait dire combien de fois ils ont rencontré l'ANEP pour discuter. Nous discutons. Et quand nous discutons, à un moment donné, on fait le point, ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. D'accord, on en arrivera dans la 3e partie de cette émission, mais avant, professeur Bayo, oui. La responsabilité du gouvernement est relancée, la responsabilité des responsables de l'université également est mise en cause. Je crois que le terme est bien choisi. Ce n'est pas une culpabilité, c'est une responsabilité. C'est déjà bien situé. C'est-à-dire que, il faut dépasser un peu ces choses aujourd'hui pour poser les problèmes réels et puis voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Pendant une bonne décennie, on a encouragé l'enseignement de base sans se dire que quand quelqu'un fait l'enseignement de base, à un moment donné, il sera bachelier. Et s'il est bachelier, comme la politique nationale c'est que tous les bacheliers doivent appliquer par l'université, il faut avoir une vision prospective qui permet de prévoir l'accueil de ces nouveaux bacheliers-là. Bon, on a été dépassé. Je crois qu'on a parlé des infrastructures, on a parlé des équipements, mais ce qu'on ne dit pas aussi, on a parlé de notre façon même de penser. On n'a pas parlé de notre façon de penser.
Parce que bon, quelqu'un disait tout de suite que on demande aux gens d'avoir une seule copie. Mais il est tout à fait normal que quand vous évaluez 70 personnes, 100 personnes, ce n'est pas la même méthodologie pour encadrer et faire évaluer 2000 personnes. Je crois que tous ces aspects-là sont à revoir de fond en comble afin qu'ensemble nous puissions aller vers une solution durable. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas abandonner, il faut agir, il faut faire quelque chose. Mais est-ce que souvent, ce n'est pas le fait de ne pas réagir à certains petits problèmes qu'on peut résoudre sur le champ qui créent les frustrations et on accumule à souhait? Des fois, oui. Des fois, je pense qu'il suffit simplement de dialoguer et puis on trouve des solutions ensemble. Mais très souvent, les acteurs refusent de s'écouter parce que vous n'êtes pas sans ignorer que l'université est la caisse de résonance de notre société. Quand les partis politiques ne s'entendent pas en ville, ils vont résoudre ça à l'université. Quand le gouvernement et les partenaires ne s'entendent pas, c'est à l'université, on les résout. Qui pour soutenir qui pour ne pas soutenir qui. Bon, je pense qu'il y a tous ces problèmes-là qu'il faut revoir. La forte politique des tendances dans nos universités, c'est un frein au bon développement de nos universités. Je pense qu'il y a tous ces aspects-là à revoir pour que l'université fasse ce qu'elle a à faire. Justement, vous nous donnez l'occasion d'aborder la troisième partie de cette émission, à savoir quelles solutions certainement proposez-vous pour, au-delà du blanchiment technique, pour que l'université puisse retrouver certainement un climat serein pour aider à dispenser le savoir, à collationner les diplômes de qualité, mais aussi à former le capital humain. On commence par vous, professeur. Oui, bon, il faut souligner tout de suite que c'est vrai qu'au Burkina, le débat est très animé, mais à mon humble avis, notre diplôme n'est pas encore remis en cause. Parce que nos étudiants, en tout cas ceux qui ont eu l'opportunité de sortir, se défendent très bien. Je pense que sur le territoire national, ne serait-ce que les concours d'agrégation et autres, les CTS du CAMES montrent quand même que les Burkinabés ont un bon niveau. Mais il faut qu'on travaille à créer des normes, à créer des cadres de lecture qui permettent de rendre visibles les efforts que nous fournissons au niveau de nos universités. Ceci étant dit, nous avons bien précisé au gouvernement lorsque... L'une des meilleures universités de 2013, l'université de Ouagadougou occupe le 37e rang, un bon palmarès pour un pays. Sur toute l'Afrique et troisième dans l'espace UMOA. Ça, c'est le classement CAMES. Alors, nous avons dit au gouvernement, lorsque nous lui avons fait la proposition du blanchiment technique, que cette mesure à elle seule ne peut pas permettre d'espérer la remise à l'endroit de l'année universitaire. Il faut investir sérieusement en termes d'infrastructures, d'équipement, de ressources humaines et revoir aussi la situation sociale des étudiants. Et en plus, il faut que la gouvernance universitaire aussi connaisse une métamorphose positive. Il faut qu'on progresse un peu parce qu'on ne peut plus gérer l'université avec les mêmes structures administratives qu'il y a 20 ans, ne serait-ce que compte tenu du nombre. Il y a aussi que le concept même de l'encadrement à l'université a beaucoup évolué. Il faut qu'on fasse revenir le numérique aujourd'hui dans la gestion des flux. Il faut qu'on ait d'autres... Je donne un exemple banal. Aujourd'hui, nous avons cette année accueilli un peu plus de 12 500 étudiants à l'université de Ouagadougou, plus les 2000 ou 3000 de l'université de Ouagadougou qui doivent s'inscrire. Si les étudiants doivent continuer à s'aligner pour s'inscrire, qu'on embauche 100 personnes, 200 personnes, les files d'attente seront toujours là. Il faut qu'on commence à imaginer qu'au Burkina Faso, on puisse s'inscrire en ligne, on puisse payer en ligne. C'est vrai pour le bac, mais c'est vrai pour beaucoup de choses dans notre pays. Vous avez des fois, par exemple pour l'inscription au bac, puisque ça nous concerne, pour chercher la fiche, il faut aller à 5 h du matin s'aligner. On aurait pu mettre la fiche en ligne, vous entrez dans un cyber, vous payez 100 francs ou 200 francs, vous tirez votre fiche, vous remplissez. Bon, je pense que la gouvernance même doit beaucoup évoluer en mettant à profit les nouvelles technologies pour pouvoir aider un peu les campus à se développer. Professeur Badini. Alors, moi je disais tantôt que la mesure qu'on a prise là, c'est une manifestation, c'est pas le problème réel. Et moi je situerais les solutions à 3 niveaux. Les solutions politiques d'abord. J'insiste beaucoup dessus parce que avec cette vision politique qu'on a là, ça ne peut pas aller. On n'a pas une vision structurée donc de l'enseignement supérieur au niveau national. Et on gère la situation par
comme par saut d'humeur. On sait que, et ce que pourtant on sait ce que l'université vaut dans l'avenir d'un pays. Bon, je souhaite qu'on le sache, hein, ce qui n'est pas tout à fait évident. Parce que si on le savait, hein, à travers une option politique claire, on allait adjoindre les moyens correspondants. Et ces moyens-là, je regrette pour moi, là où c'est aussi politique, l'enseignement supérieur ne peut pas être démocratique au sens populaire du terme dans un pays qui a des moyens limités ou qui a tellement de priorités qui ne peut pas mettre l'essentiel pour l'enseignement supérieur. Ça, c'est une option qu'il faut que l'État prenne et qu'il s'explique pour que les gens comprennent, parce que ce n'est pas la peine de tromper. Pour moi, c'est tromper. Le fils donc, du paysan donc, de Lorbout, qu'il peut venir à l'université parce qu'il a eu le bac. Alors que, manifestement, on sait que toutes les conditions sont réunies pour qu'il échoue, même s'il n'y a pas année blanche ou blanchie techniquement. Parce qu'on parle souvent donc, du taux donc, de succès, que ça ne dépasse pas 25 à 30%. Mais pourquoi c'est normal? Aujourd'hui, il y a combien d'étudiants qui quittent même les amphis pour dormir? Il y a combien d'étudiants, même ce matin, il y a une jeune qui m'a vu, qui m'a demandé de l'argent pour manger, exactement comme les garibous de la ville. Pourquoi ne pas dire la vérité aux paysans? Ah, nous, État, dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Et quitte à trouver des moyens démocratiques aussi, effectivement, pour jauger. Le pays, l'université au niveau national n'a pas commencé par le système des facultés. Ça a commencé par le système donc, des écoles et des instituts, qui permettait de réduire le flux d'entrée avec donc le flux de sortie et assorti des moyens conséquents. Pour moi, ça, c'est une première précaution à prendre. Sinon, maintenant, les solutions matérielles. Bon. En supposant que l'État est toujours conscient donc, de l'importance de l'enseignement supérieur pour le développement national. Le développement a un prix. Le développement a un prix. Et en ce moment-là, mettre les moyens qu'il faut. Moi, je suis enseignant, mais je pleure vraiment la situation des étudiants aujourd'hui. Même si, je pleure leur situation parce que c'est pratiquement devenu des clochards. Il faut venir à l'université, je vois. Ce sont les vélos, oui, là, qui emplissent donc, le campus, comme les commissariats donc, des villages, hein, si vous avez fait attention. Mais ça, mais pourquoi voilà. Pourquoi ne pas le dire et effectivement prendre ses responsabilités. Actuellement, on dit on l'a souvent répété, qu'on met 8 milliards pour construire des infrastructures dans les 5 ou combien d'universités au niveau national. 8 milliards. Mais c'est rien. Pour même l'université de Ouagadougou. Hein? Et sur 8 milliards. En plus, les 8 milliards, même si on mettait les 8 milliards dans un panier, on ne peut pas construire un amphi en 2 jours. Et on nous a dit depuis le mois d'avril de l'année passée. Et jusqu'à présent, en tout cas, moi je ne vois pas. Mais ça, honnêtement, il faut dire que, pour ne plus utiliser le terme, c'est se foutre de la gueule des gens. Aussi bien des étudiants que des anciens que nous sommes. Ensuite, il y a des solutions académiques. Et le président a parlé tantôt donc, de la qualité donc, des diplômes que nous délivrons. Effectivement, ils sont encore d'une bonne stature internationale. Et puis surtout, nos étudiants, effectivement, montrent des qualités exceptionnelles quand ils vont ailleurs pour poursuivre tout ça. Mais cela ne doit pas cacher la réalité du problème, l'encadrement. L'encadrement est tout à fait dérisoire. 50 000 étudiants pour à peine 400 enseignants. Moi, je pense que bientôt le problème va se poser. Et on a posé le problème au niveau syndical ou au niveau même de l'administration pour ce qui concerne le recrutement. Le tiers donc, des enseignants donc, du supérieur va partir à la retraite dans moins donc, de 5-10 ans. Mais on ne fait pas un projet d'université en 5-10 ans.
Je dirais que, j'espère que ça ne va pas sortir, un député peut-être 5 ans, ça suffit. De toute façon, il est prévu pour ne plus être député au bout de 5 ans. Mais un projet d'université... Il a la confiance de son électorat. Bon, oui, et justement, encore que là aussi. Mais un projet d'université, ça ne se fabrique pas comme ça. Donc il y a ça. Et de telle sorte que, moi, c'est pour ajouter quelque chose à ce que le président a dit, poser notre classement là. Le classement, il faut faire attention. Parce que, selon les critères que je connais de ce classement-là, c'est la qualité des enseignants, la qualité donc des enseignants-chercheurs que nous sommes, qui justifient cela à travers nos carrières académiques, à travers nos publications et nos recherches. Mais ce n'est pas les étudiants doivent bénéficier donc de l'encadrement. Effectivement, nous sommes presque tous des projets titulaires. Mais ce n'est pas pour autant qu'un projet titulaire peut faire avec 100 étudiants, il ne peut pas faire la même chose avec 1000. Il y a ça. Et ensuite, il y a Dans la matière, le miracle n'est pas... Ah non, le miracle n'est pas envisageable, le miracle n'est pas scientifique. Le professeur Bayo est là pour décanter, il n'y a pas de miracle. Il y a l'inconnu et il y a les limites vers lesquelles on peut... Mais il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de saut dans l'inconnu. De telle sorte que c'est là la situation académique. Si on ne résout pas le problème donc, de l'encadrement, si on ne résout pas le problème des infrastructures, peut-être que en 2014-2015, on aura blanchi techniquement l'année 2012-2013. Parce qu'il y a rien de sorcier. C'est mathématique, on peut calculer. Patrice Zoïnga. Merci. Nous pensons qu'aujourd'hui, les propositions de l'ANEP sont connues de tous, puisque au niveau des étudiants, on a adopté notre plateforme revendicative qui synthétise les problèmes au niveau de l'université et les problèmes des étudiants. Et cette synthèse se fait en plusieurs points. Il y a les questions infrastructurelles qu'on a posées dans la plateforme revendicative. Tantôt, on a fait cas de ce problème où il y a des cours qu'on n'arrive pas à exécuter parce qu'il n'y a pas de salle. Donc, si la question des infrastructures est réglée, ça pourra contribuer tant soit peu. Il y a la question de la relève des enseignants que nous avons posée. Parce que nous savons que pour être enseignant, il faut passer nécessairement par le 3e cycle. Et nous avons posé la question du 3e cycle. Aujourd'hui, bon nombre d'étudiants n'arrivent plus à faire le 3e cycle parce que les conditions n'y sont pas. Et donc, nous avons demandé qu'on leur attribue des bourses pour qu'ils fassent le 3e cycle pour assurer la relève au niveau universitaire. Nous avons posé également la question des conditions sociales des étudiants. Et donc, nous avons dit qu'il faut résoudre également cette question. Ça se pose sur le plan du transport, le plan des allocations financières, le plan de la santé, etc. Mais si vous remarquez également, dans notre plateforme revendicative, environ 24% des points sont des engagements non tenus de la part des autorités. Actuellement, le SNES et la FCDR sont en lutte autour d'un protocole également non respecté. Ça veut dire qu'il faut que les autorités également, quand ils prennent des engagements, ils travaillent à tenir ces engagements-là. Si cela était tenu, ça fait 24% des points qui n'allaient pas figurer dans la plateforme revendicative. Et également, on a posé la question du LMD dans nos revendications. Nous disons bien, on profite de votre antenne, au niveau de l'ANEP, on n'a pas dit qu'on est contre le LMD. Nous avons dit, tantôt j'avais fait cas, la quasi-totalité des étudiants qui sont concernés par le blanchiment technique ou l'année techniquement blanchie évoluent dans le système LMD. Au départ, avant l'application du système LMD, nous avons donné notre position. Le LMD est un système exigeant en matière d'infrastructure, en matière d'enseignants, en matière de conditions sociales des étudiants. Pour pouvoir réussir le LMD, il faudrait travailler à satisfaire ces exigences. Sinon, les problèmes vont s'amplifier dans nos universités. Rien n'a été fait. On est rentré de façon mécanique, ça il faut le dire, dans le LMD et les conséquences sont là aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas dans le LMD ne sont pas blanchis. Ceux qui ne sont pas dans le LMD ne sont pas blanchis aujourd'hui.
Donc nous avons proposé qu'on suspende le LMD. Nous n'avons pas dit qu'on est contre le LMD, mais qu'on le suspende. Remplir les conditions nécessaires de son application et on applique le LMD. Et pour terminer, si vous permettez, je pourrais donner mon point de vue par rapport à une proposition qui a été faite par rapport au fils du paysan. Et nous pensons que, en fait, la question de l'éducation doit se situer en termes de priorité. Aujourd'hui, si le pouvoir en place pense que l'éducation est une priorité, le fils du paysan peut accéder à l'université et réussir. Donc, c'est pas parce que... Même si ses parents n'ont pas les moyens. Même si ses parents n'ont pas les moyens, l'État doit mettre les moyens pour qu'ils réussissent. C'est normal. Sinon, du coup, on va dire qu'on a un État qui est pour une catégorie de personnes données et que nous, les fils des paysans et nos parents paysans, nous sommes délaissés. C'est là le problème. Le professeur a parlé tantôt de la clochardisation de l'étudiant burkinabé aujourd'hui. C'est suffisamment clair. Un étudiant qui squatte les amphithéâtres pour dormir, qu'est-ce qui coûte effectivement de construire des cités universitaires? Un étudiant qui mendie pour se restaurer, qu'est-ce qui coûte de rendre accessible le restaurant universitaire à ces étudiants-là? Si nous pensons que l'avenir des enfants de ce pays est une priorité, on pense également qu'on doit mettre les moyens dans ce sens-là. Donc nous pensons qu'en termes de proposition, si la plateforme revendicative trouve un solutionnement, nous verrons d'ailleurs, ce sont des points qu'on a depuis longtemps posés. En 2011, ces mêmes points, à l'exception près, ont été même transmis au chef de l'État. Mais voilà, les problèmes sont là. Aujourd'hui, qu'on dépasse les discours et qu'on agit sur le terrain. Sur les actes. Merci. Oui, professeur Badini, réaction avant qu'on donne la parole à Yacouba. Oui, moi je voulais dire que si je dis que l'éducation de l'enseignement supérieur ne peut pas être démocratique au sens populaire du terme où tout le monde peut aller, pour un État au moins limité comme le Burkina Faso, ça voudrait dire que si l'État maintient cette politique-là, qu'il affirme plus qu'il n'applique, donc le choix tout le monde à l'université, qu'il s'en donne les moyens. Qu'il s'en donne les moyens. Je dis tout de suite ici que l'État sait que 15 000 francs, ce n'est rien. Le même État permet à des établissements privés de porter des frais de scolarité au niveau supérieur à 400, 500 000, 600 000, 1 million. Pour les maternelles, 80, 100 000. Pour le primaire, vraiment des quartiers périphériques, 30 à 35 000. Et lui-même fait pour l'enseignement supérieur 15 000. C'est là que je dis, c'est de la démagogie pure et simple. Il s'agit pour moi, c'est pas, je dis, c'est pas parce que les étudiants sont là, mais je dis que l'État peut dire, bon, voilà, ça coûte, par exemple, 200 000 francs, parce que c'est une université publique. Mais, compte tenu de la situation donc, de nos paysans, la grande majorité donc, de la population, hein, on va conserver peut-être les 15 000 et l'État va s'engager à payer les 125 000 francs, les 175 000 francs, je ne sais pas, qui restent de manière claire et nette. Et si cela était fait, on ne serait pas arrivé à ces situations-là où je continue donc de penser que l'enseignement supérieur ici, par l'enseignement supérieur public, est une duperie donc des fils de paysans, parce qu'ils ne peuvent pas réussir dans les conditions actuelles. Donc il faut leur dire et trouver des moyens démocratiques de jour poser le débat dans la seconde émission qui sera organisée autour de ces questions et on espère avoir tous les acteurs sur ce plateau à ce second débat où on aura à creuser davantage en profondeur la question. Oui, Yacouba Ouattara. Okay. Vos propositions au niveau de l'UNEF pour certainement le blanchiment technique, mais aussi pour nous sortir voilà, de la crise que l'université de Ouagadougou traverse. Ok. Nous pensons qu'à travers nos déclarations, notre conférence de presse, nous avons bien été notre position par rapport au blanchiment technique. Et nous avons dit pour que ce blanchiment technique soit une réussite,
et quitte à ce qu'on ne revient plus pour blanchir d'autres années, nous avons dit que les mesures d'accompagnement, les propositions que l'administration a faites par rapport à ce blanchiment technique, qu'au moins l'administration puisse respecter ces propositions. Par exemple, quand on parle des choses de blanchiment technique, on a dit que c'est pour rattraper les retards universitaires. Ça veut dire que ce n'est pas la seule solution. Ça veut dire que le blanchiment technique permettra un temps soit payé d'aller vers la normalisation des années académiques. Mais il ne faut pas se contenter de se limiter au blanchiment technique sans prendre en compte les problèmes réels qui sont posés. Parce que si ces problèmes réels ne sont pas pris en compte, effectivement, nous allons toujours retomber dans le même blanchiment technique et ça ne nous dit pas l'université de Ouagadougou. Donc nous avons dit que blanchiment technique, d'accord, mais résolution des problèmes posés par les étudiants, nous ne sommes pas d'accord, nous partons pour ça. Maintenant, en ce qui concerne les solutions pour la sortie des cris par rapport au chevauchement des choses, si ce blanchiment technique arrive à bien s'appliquer sur le terrain, nous pensons qu'avec les propositions que nous avons faites dans nos plafonds évaluatifs, nous pensons que si, il faut aussi que l'administration et les autorités aussi puissent prendre leurs responsabilités. On a toujours discuté, on a toujours fait des propositions, mais ces propositions n'ont jamais été prises en compte. Je me rappelle qu'on a fait un symposium national sur l'éducation supérieure. Les propositions de sortie de crise ont été posées, on a fait les synthèses des documents, tout a été défini là-bas, mais jusqu'à peu de contraire, aucune concrétisation par rapport à ces problèmes. Donc nous pensons que c'est là le véritable problème de notre enseignement supérieur aujourd'hui. Chacun connaît les problèmes, chacun connaît qu'est-ce qu'il doit faire, mais réellement sur le terrain, personne ne s'active pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Je pense que c'est vrai qu'il y a une autre manière de pouvoir poser les problèmes. C'est vrai que le dialogue, c'est un moyen efficace pour pouvoir parvenir. Mais quand il faut passer tout son temps à dialoguer, à la limite, on se dit que est-ce que ça fout le coup de continuer à dialoguer? Parce que chaque fois, tu parles de dialogue, tu poses un problème, les gens te disent qu'on t'a écouté, on dit qu'on va répondre à tes préoccupations, tu pars et tu t'assois. Rien. Tu t'attends en vain. Il y a le point de vue, je pense que peut-être qu'avec les états généraux de l'enseignement supérieur qui vont bientôt arriver dans notre pays, en tout cas, c'est les tribunes pour nous, en tout cas, l'idéal voudrait que chacun puisse réellement poser les problèmes réels, qu'on puisse prendre des engagements fermes et qu'on se donne un temps pour dire qu'au bout de ces délais, en tout cas, on puisse faire une synthèse pour qu'on puisse faire la synthèse des choses pour pouvoir voir qu'est-ce qui a fait, qui a joué sur sa part de responsabilité, qui a joué sur son devoir qu'il n'a pas fait. Parce qu'il ne faut pas continuer de se flatter. C'est vrai que le point des infractions, nous l'avons posé depuis des années. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas une solution miraculeuse aujourd'hui pour résoudre le problème des infrastructures en un temps clair. Les problèmes des infrastructures, l'administration les a dit, on est en train de suivre l'évolution des infrastructures qui sont mieux construites sur les campus. On est en train de faire des visites hebdomadaires, si je peux m'exprimer ainsi, parce que tout le monde a été visiter les chantiers en cours. Nous avons vu en tout cas qu'il y a quelque chose qui a été fait. Mais il ne suffit pas seulement d'aller nous faire visiter les infrastructures, puis dire que le délai est parti, on va aller visiter, on dit qu'il y a des petits problèmes. Donc nous pensons que si chacun est engagé à jouer réellement sa part de contribution, d'ici là, en tout cas, nous pourrons en tout cas un temps soit payé et revenir entre autres à la normalisation des campus de l'université. Oui, M. Khalifa Bayo, les différents acteurs l'ont dit, il faut gérer autrement nos universités, notamment dans la discipline, le respect mutuel, la vérité, la transparence. Et pour terminer, certainement que vous avez un mot de fin. Oui, c'est de dire que, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre université. Nous n'allons pas abandonner notre université, nous devons aider notre université à s'en sortir. C'est un problème national, tout le monde est interpellé. C'est vrai que le gouvernement a sa part de responsabilité, comme on l'a dit ici, mais tous, que ce soit les membres de la communauté universitaire, tous les citoyens de ce pays-là, même le secteur privé, parce que quand on dit que le secteur privé se développe dans un pays, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bien formés, qui peuvent les accompagner à se développer. Je pense que tout le monde est interpellé. Parce que même la paysannerie est interpellée. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que si tout le monde prend conscience que nous avons besoin de cet instrument-là pour espérer le développement, ben, il n'y a pas de problème, ça va marcher. Mais bon, je précise encore une fois que la solution, comme on dit, le problème, c'est un problème qui date de plusieurs
plusieurs années. Et quelles que soient les solutions que nous allons trouver aujourd'hui, la solution miracle n'existe pas. C'est-à-dire que la solution aussi doit se dérouler de façon méthodique avec une vision prospective sur quelques années. C'est pour cela que nous avons dit au gouvernement que si un effort est fait, nous pouvons espérer qu'à l'horizon 2015-2016, l'année universitaire reviendra à l'endroit. Donc c'est une responsabilité collective. Je crois que ici, tantôt, on a dit les anciens ont leur part de responsabilité, les étudiants ont leur part de responsabilité, les parents d'élèves ont leur part de responsabilité, les travailleurs à l'université ont leur part de responsabilité. L'ensemble de notre pays, chacun a sa part de responsabilité. Et je pense que les États généraux vont peut-être donner l'opportunité à chacun de s'imprégner réellement des problèmes de l'université et à chacun aussi, permettre aussi à chacun de voir quelle peut être la contribution de chacun de nous, si modeste soit-elle. Parce que le problème, on le connaît, c'est un problème de financement. Il y a le problème de financement qui est un problème crucial, parce que chaque fois qu'on dit que c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. On ne peut pas dire que c'est gratuit et on ne paye pas, c'est pas possible. Oui, professeur Badini. Alors, pour moi, je vais me résumer en disant tout simplement que la solution à la crise endémique, j'allais dire, donc de l'enseignement supérieur public au Burkina Faso, c'est une crise de vérité. Et c'est pourquoi je responsabilise l'État, parce que c'est lui qui détient légalement et légitimement la vérité. L'État lui-même se dit la vérité. Ce qu'il peut, ce qu'il peut. Parce qu'il n'y a pas de miracle, comme on l'a souvent dit. Que l'État dit la vérité à lui-même, que l'État dit la vérité au peuple, et que l'État dit la vérité aux étudiants. Je pense que, et bien sûr, ça suppose que lui-même, il soit capable donc de vérité. En ce moment-là, on s'accorde. Parce que tous les moyens qu'on va mettre, on va parler des infrastructures, tout ça, mais les infrastructures, ce n'est pas les enseignants. Les infrastructures, ce n'est pas les étudiants. Il faut leur dire exactement, voilà ce qu'on peut faire pour vous dans cet espace-là. Voilà ce qu'on ne peut pas faire pour cette vous. vérité-là, parfois, quand les gens vous disent ces vérités et on voit d'autres dépenses ailleurs. Mais justement, c'est ça qui fait que je dis, si l'État lui-même est capable donc de se dire la vérité, parce qu'il faut voir ce que ça foisonne. Moi, je ne suis pas contre le CES, hein, même démocratiquement. Les bunkers qui sont au CES, on a construit, on dirait même nuitamment, tellement ça a été rapide. Mais on aurait pu surtout que au CES, ils sont combien? Même en session ordinaire, 2 fois par an, ils sont combien? On a 50 000 étudiants, on n'a même pas une bonne salle conséquente. On parle donc du DLND, on parle donc des moyens, les nouvelles technologies de l'information. Aucune salle de l'université n'est capable d'abriter un cours télévisuel. Or, c'est un des éléments qu'on avance pour le LMD. Bon, donc, il ne faut pas prendre ce barbe. Disons-nous la vérité et assumons. Voilà. Un État responsable. Un État responsable qui, si tu dis que l'éducation est prioritaire, si tu reconnais que l'enseignement supérieur est indispensable pour le développement national, et si tu veux faire une politique démocratique au sens populaire, puis ici démocratique ça veut dire n'importe quoi, alors il faut mettre les choses, il faut mettre les moyens. Yacouba Ouattara. Ok. Mais je pense que la situation elle est claire. Elle est claire, il faut que chacun s'assume. Il faut que le point fondamental, comme l'a dit M. Badini, c'est le financement conséquent de l'enseignement, si réellement l'État en fait une priorité. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire que nous formons les cadres de demain et s'amuser avec l'avenir de ces enfants. Ça fait partie d'une priorité que l'État doit prendre en compte et se dire que non, le devenir de ce pays-là passe par l'éducation. Parce que comme on dit, même quand on parle de classement dans nature des institutions, l'éducation ça prend une place importante. Donc il ne faut pas qu'on va se la flatter, il faut qu'on s'investisse dans l'éducation. Oui, on termine avec vous, Patrice Zouïga. Ok, merci.
Permettez-moi d'abord de citer au cours d'une rencontre ce qu'on nous a dit une fois, qu'aujourd'hui les problèmes de l'université sont tels que, même dans les Yards aujourd'hui, on parle des problèmes de l'université. Et nous avons été parfaitement d'accord avec l'auteur, parce que les problèmes de l'université sont aujourd'hui connus. Et la responsabilité, nous au niveau de l'ANEP, nous le disons, la responsabilité incombe aux autorités, parce que c'est eux qui ont le devoir d'assurer les besoins premiers de leur population, dont l'éducation. Nous terminons par souhaiter beaucoup de courage aux étudiants. Parce que, comme nous l'avons dit, les étudiants vivent la limite du supportable dans nos universités. Et à l'endroit des autorités, nous leur disons que c'est une occasion pour eux de montrer à l'opinion publique si l'éducation, partant de l'avenir des enfants de ce pays, est une priorité pour eux ou pas. Car de par le passé, c'est le contraire qu'ils ont démontré. C'est par là que nous allions terminer. Merci. Merci, ce serait également les derniers mots de cette émission. Comme les uns et les autres l'ont dit, si rien n'est fait pour le système universitaire au Burkina Faso, si on travaille à maintenir l'enseignement supérieur dans cette situation critique, cela pourrait lui faire perdre les atouts de qualité et de performance qu'on lui reconnaît sur le plan international. Et sur le plan national, c'est un défi qu'il faut relever, surtout dans un contexte de débat que nous vivons en ce moment. Pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.